Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque jour. Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi. Et vous retrouvez tous les jours vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on va s'intéresser au storytelling. Ça ne concerne pas que les histoires avec des hommes politiques. Non, non, le storytelling pour les managers, qui est un outil incontournable. On va en parler pour former les futurs leaders. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. On s'intéresse un peu à un sujet équivalent. Les managers bousculés par la crise Covid. Comment les accompagner pour bien transformer leur métier, on en parlera dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, c'est un mot barbare pour le grand public, mais pas pour les chefs d'entreprise, le RGPD, le contrôle des données. On va revenir évidemment sur cette volonté de l'Union européenne, c'était en 2018, et aujourd'hui, bien la RGPD est partout, on fera le point. C'est à la fois technique et très concret parce que ça concerne vos données personnelles. Et puis fenêtre sur l'emploi, Thierry Bismuth nous appellera à la désobéissance, non pas civique, mais la désobéissance des RH. Oui, on peut contourner les RH, il nous expliquera comment pour accéder à un recrutement. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour depuis lundi par Eva Ben Saïdi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. Les augmentations de salaire ont ralenti en 2020. C'est le résultat d'une étude du cabinet Deloitte. Les salaires ont augmenté de 2% pour les employés et les ouvriers et de 2,3% pour les cadres, contre 2,4 et 2,8 en 2019. Conséquence en partie de la crise sanitaire, un ralentissement qui marque une rupture après plusieurs années de progression constante. La crise sanitaire n'a pas non plus aidé à réduire l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il stagne à plus de 3% en moyenne. L'étude ne prévoit pas de reprise des tendances d'augmentation avant 2023. Les procédures collectives en recul de 42,5%. Une étude réalisée entre mai et juillet par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et l'Institut Xerfi. Des redressements et liquidations judiciaires en nette baisse grâce surtout aux mesures d'urgence comme le chômage partiel. Les entreprises ont pu en effet ces derniers mois se créer des liquidités et assainir leur trésorerie. Une situation qui pourrait s'inverser à la fin de l'application de ces mesures, prévient le directeur général de l'Institut Xerfi. Les créations d'entreprises ont, elles, connu une hausse aussi de plus de 10% entre juin et juillet, selon l'étude. Là aussi, faisons attention. On assiste, selon le directeur général, à un effet de rebond technique et non de reprise. Et enfin, hier, au tribunal judiciaire de Paris s'est tenue la première action de groupe pour discrimination au travail. Une affaire qui oppose la CGT à Safran depuis mars 2017. 36 salariés sont pris en exemple par la CGT dans ce dossier. La dimension collective et systémique de la discrimination est avancée par l'accusation. C'est bien la politique globale de l'entreprise Safran qui est discriminante selon le syndicat. C'est aussi la première fois que ce type de dossier passe devant un tribunal judiciaire et non par les prud'hommes. Un dossier hors norme et un délibéré le 15 décembre prochain. Bien dans son job. Oui, comment faire pour être bien dans son job? Eh bien, on peut utiliser le storytelling. Le storytelling, alors on en a beaucoup parlé pour les hommes politiques, c'est quand ils voulaient raconter une histoire pour se vendre auprès de leurs électeurs, il fallait qu'ils racontent une histoire. Le storytelling, on peut aussi l'adapter à la formation des leaders. Stéphane de Jotan, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président des ventes chez Skillsoft France. Alors c'est une boîte qui avait été créée il y a 20 ans, qui a été reprise. Puis là, vous êtes un fournisseur de plateformes, de logiciels. Et là, vous avez mis du contenu à l'intérieur de ces outils. Et vous avez décidé, alors c'est très intéressant, de ne pas vous appuyer sur la formation classique, sur la marque, sur le produit, ça c'est traditionnel, mais de travailler sur le storytelling. D'abord, c'est quoi le storytelling ? Bonjour. Bonjour, bien sûr, évidemment. Tout à fait, pour commencer. Commençons par un petit bonjour, ça fait pas de mal. Comme vous l'avez dit, effectivement, Skillsoft est bien un éditeur de logiciels avec une des collections très très vastes en termes de contenu pour accompagner l'ensemble de nos clients sur, on va dire, évidemment, l'amélioration des compétences, sur à créer son métier de demain, puisque aujourd'hui on a une vraie problématique, on va dire, de transformation digitale. Et au travers de notre plateforme Percipio, eh bien, l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir s'inscrire dans différentes channels, différentes collections, etc. Ça, Stéphane, c'est le cadre général, c'est classique. Je vais sur un site, on me propose sur une plateforme de formation. Vous apportez une valeur ajoutée qui est de dire on comprend mieux, on aborde mieux un problème professionnel en racontant une histoire. Exactement. En fait, la difficulté de l'apprentissage, c'est d'avoir différentes modalités.
chaque salarié, apprenant, individu a finalement une capacité d'apprentissage qui peut être différente, une motivation à un instant T qui est différente. Le storytelling, c'est d'abord la capacité à construire finalement une histoire à partir d'une trame narrative et donc finalement de coller à l'attention, puisque l'objectif premier, c'est l'engagement de nos apprenants. Avoir une plateforme sur laquelle il n'y a personne, façon de parler, eh bien effectivement, c'est important à la fois pour l'entreprise avec qui nous travaillons, de pouvoir engager ses collaborateurs, et là aujourd'hui on parle de storytelling, et donc des managers, d'avoir des moyens pour motiver ces équipes et donc faire progresser leurs compétences. Alors ceux qui nous regardent dans le journalisme, pour ceux qui font des écoles, les profs de journalisme disent toujours à leurs étudiants « il faut que tu me racontes une histoire ». Qu'est-ce que vous leur racontez comme histoire? Qu'est-ce que vous fabriquez comme histoire pour faire avancer le manager, le leader? C'est quoi l'histoire que vous fabriquez? Alors l'idée, c'est de former les managers à fabriquer leur histoire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une histoire? À qui elle s'adresse? Donc, il y a une notion d'audience, il y a une notion d'émotion, puisque raconter une histoire, il faut qu'il y ait de l'émotion. Donc, une dramaturgie, des rebondissements. Exactement. Peut-être utiliser des mots-clés pour votre audience, pour qu'elle accroche dessus. Et donc, finalement, pour également se baser sur ces histoires personnelles, que ça peut être du sport, ses hobbies, etc., pour coller, on va dire, à un personnage, pour coller à une histoire, de façon à ce que, encore une fois, votre audience puisse vous écouter et vous suivre. Certes, c'est votre manager, mais l'idée encore, c'est de pouvoir démontrer un parallèle par rapport à quelque chose du message que vous voulez faire passer, sur lequel chacun va adhérer. Pour qu'on comprenne bien, vous avez un exemple concret? Alors, des exemples concrets, c'est finalement aujourd'hui avec le Covid, on a changé beaucoup dans nos méthodes de travail. Vous avez muté, vous avez évolué depuis cette crise Covid dans les messages et la technique Un des points fortement, c'est la relation physique, puisque avant on était ensemble sur un même plateau. De par le Covid, finalement, on est tous derrière des écrans. Derrière des écrans avec forcément sa webcam, etc. Donc le manager va changer sa posture finalement de management. Donc c'est d'ouvrir finalement ce champ-là pour inciter les gens, au travers, pourquoi pas, de leur caméra, de la pièce où ils sont, à être plus investis, en tout cas, dans cette communication. Je me fais plus concret. Je clique sur votre site, je choisis une formation parce qu'elle m'a été payée par mon entreprise. Comment on commence? Comment ça se passe? On me demande d'écrire une histoire, on me demande de la raconter sur écrit, on me demande de la raconter à l'oral. Comment ça marche? Alors, si vous cherchez effectivement le thème du storytelling, on va vous donner, on va dire, plusieurs modalités, parce que c'est important, on l'a dit, ça peut être des vidéos, on va vous montrer des sketchs, on va vous expliquer en tout cas une posture, on va vous expliquer votre histoire, est-ce que je l'écris, est-ce que je vais la préparer, est-ce que je vais la raconter, on va dire, à un entourage proche, et vous allez avoir un parcours. Pendant ce parcours, finalement, vous allez progressivement mieux comprendre ce que c'est qu'une storytelling, comment moi je vais me l'approprier en vue, effectivement, de pouvoir la reproduire. L'objectif final, c'est quoi pour ces leaders, ces futurs managers? C'est qu'ils puissent être capables, avec cette technique que vous leur apprenez, de faire passer un message, de le faire comprendre, de le faire infuser dans une équipe, c'est ça? Exactement. Encore une fois, c'est l'engagement, la motivation de vos équipes à vous écouter. Alors, il y a des managers qui ont un charisme et qui, naturellement, ont ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous. Et on est là, encore une fois, pour accompagner nos entreprises et donc, en l'occurrence, ces managers, à améliorer leur communication, à améliorer la gestion de leurs équipes pour faire passer des messages. Vous jouez aussi beaucoup sur l'émotion, finalement. Il y a quand même un travail sur l'émotion, sur le fait qu'il n'y a pas qu'un produit, une vente et du chiffre d'affaires. Il y a de l'émotion. La relation, elle marche avec l'engagement et bien sûr de l'émotion. Quand on explique des histoires narratives, il faut effectivement on a envie d'écouter. Et pour avoir envie d'écouter, effectivement, il faut que le ton soit bon, il faut que le sujet soit intéressant. Vous donc travaillez sur le fond et la forme, sur l'attitude, sur le non-verbal, sur la façon dont on va présenter les choses et ensuite de ce qu'on va mettre dans le contenu. Exactement. Donc notre plateforme Percipio, que l'on met à disposition de nos clients et permet justement, au travers de ces parcours, de pouvoir travailler toutes ces postures. Merci Stéphane de Jotan, vice-président des ventes. Allez voir sur le site comme ça pour vous rendre compte. Skillsoft Percipio avec une cohérence, vous me le disiez, de qualité de réalisation pour qu'il y ait une cohérence puisque ces produits sont faits en interne. C'est vous qui les fabriquez et qui réfléchissez au concept. Merci Stéphane de Jotan. Tout de suite, c'est Working Progress à la rencontre d'invités. Vous allez voir, on ne s'éloigne pas trop d'ailleurs de la transformation des managers ou de la pression d'ailleurs qu'ont les managers sur les épaules depuis cette crise Covid. C'est tout de suite.
Working Progress avec Mathieu Amaré. Bonjour Mathieu. Bonjour. Rédacteur en chef France chez Welcome to the Jungle. Ce sont vos invités qui vont venir ici sur ce plateau. On va les découvrir. Je vous ai vu écouter avec attention parce qu'on n'est pas très très loin du sujet storytelling, là, ce dont on a parlé ce matin. On est même en plein dedans puisqu'on s'intéresse à cette figure tutélaire et clé de l'entreprise et de la transformation aussi des entreprises. Le manager et plus spécialement à sa psychologie. Aujourd'hui, je voulais inviter Jean-Luc Emery, médecin psychiatre. Mais il va nous rejoindre, nous rejoindre, Jean-Luc Emery. Je pense qu'en direct, il va nous rejoindre. Et présentez-nous le livre peut-être, parce qu'ils ont écrit un livre qui est très intéressant. Exactement. Et l'invité va venir Jean-Luc Emery, qui a coécrit donc avec Eric Albert aux éditions d'organisation Le Manager est un psy. À noter qu'il l'a écrit en 1998. Et puis après, il a offert une autre réédition en 2019, beaucoup plus actuelle du coup. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à cette évolution. Bonjour Jean-Luc. Il arrive, Jean-Luc Emery. Il arrive. Tranquillement, paisiblement. Vous étiez en loge, vous nous écoutiez. On était un peu inquiets. On était inquiets, mais vous êtes là. Tout va bien. Alors. Vous allez bien? Tout va bien. Tout va bien. Ça va. Tout va bien. J'attendais ce moment. Calmement. Avec impatience. Très bien. Comme je disais Arnaud, vous êtes médecin psychiatre, spécialiste des thérapies cognitives et comportementales, mais vous êtes aussi associé et directeur d'un cabinet de conseil en entreprise. Mais pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous êtes surtout l'auteur avec Eric Albert d'un ouvrage au titre limpide. Le manager est un psy. Donc c'est bien résumé, hein. J'ai une double vie professionnelle. Vous avez une double vie professionnelle. Professionnel. Tout à fait. Jean-Luc, dans votre ouvrage, vous expliquez notamment que le manager doit tout contrôler, mais aussi favoriser les initiatives, doit donner envie de tout en mettant un peu la pression. Autant de compétences qui peuvent parfois paraître contradictoires, notamment avec la crise du Covid, comme disait Arnaud. Je vous la donne en mille. Qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui ? Vous avez raison, le manager est plongé dans un contexte fait de contradictions et avec un trop-plein de choses à faire. Voilà. Ouais. Et pour moi, le bon manager, c'est quelqu'un qui est expert de son domaine, qui est expert de l'humain, et il doit rester adaptable pour utiliser ces deux expertises. Donc conserver sa capacité à penser, conserver sa capacité à observer et à analyser l'environnement dans lequel il est. Donc à certains moments, ralentir pour faire mieux. D'accord. Et à quoi doit-il faire appel ? Je parle de compétences qui sont communes, parce qu'on est bien sur la psychologie du manager. À quelles compétences similaires à un psychologue, un psychiatre peut-être, doit-il faire appel ce manager aujourd'hui ? Mes qualités de psychiatre, c'est quoi ? C'est mon expertise médicale, c'est mon expertise de l'humain, c'est ma capacité à comprendre, mais à certains moments aussi à convaincre. Voilà, c'est la capacité que je dois développer, à développer une relation qui donne envie de travailler avec moi. On n'est pas sur un divan, Jean-Luc Emery, on est là... Dans un bureau. Dans un bureau. Ouais. J'imagine, vous dites l'expérience de l'humain... Vous prenez cette analogie du divan, dans cette position un petit peu particulière. De la psychanalyse. Le psychanalyste, C'est ça. en l'occurrence, ne cherche pas à convaincre. Non. Moi, je pense qu'un bon psy, il doit à la fois comprendre et convaincre. Et orienté. Exactement. C'est-à-dire qu'à certains moments, il faut convaincre de prendre les bons soins, la bonne direction. Mais c'est quoi le juste milieu ? Parce que sur ce plateau, régulièrement dans notre émission, on parle des RH, des nouvelles techniques. On est dans le RH bienveillant, mais à quel moment on ne franchit pas le pas de trop, l'espèce d'empathie sympathique, de fausse amitié C'est très subtil, parce que le manager devient psy, bon, ok, très bien, mais il est là aussi quand même pour prendre des décisions, pour trancher. Parfois, c'est pas simple. C'est exactement comme le psy que vous décrivez. C'est ça. Et la question, c'est comment il reste en position de penser, de réfléchir. Voilà, comment il fait pour échapper à la pression émotionnelle que le patient lui transmet, à la complexité des enjeux par rapport aux décisions qu'il doit prendre. Et là, on est dans des domaines où on pourrait comparer la lourdeur des décisions. Mais mes premiers pas en entreprise, j'étais quand même étonné du niveau d'émotion et d'irrationnel que j'observais par rapport aux enjeux. Mais vous imaginez avez un pas. exemple concret, par exemple ? C'est très bien. Et ensuite, ce que j'ai compris, et de toute façon, il faut être modeste, c'est qu'en entreprise, comme dans mon cabinet, le sujet central, c'est l'humain. Oui. Alors vous parlez beaucoup d'humain, mais il y a une étude intéressante qui est apparue en 2019, l'étude Oracle, qui nous dit que 56% des Français feraient davantage confiance à un robot pour les managers qu'à une personne, en tant que manager, qu'à une personne en chair et en os. Alors c'est une question passionnante. On Pas de subjectivité. Qu'est-ce que ça nous, dire qu'est-ce que ça nous les dit ? 44% qui préfèrent le manager au robot, pourquoi ? Oui, On peut non, bien prendre sûr, dans le j'imagine sens. qu'il y a des subtilités dans l'étude, mais ça nous dit quelque chose quand même. C'est la majorité, là. C'est la majorité. Ouais. D'accord, mais alors... Il n'y a pas de subjectivité. Dans cette enquête, ce qu'on voit bien,
c'est qu'il y a un gros ça dépend, quoi. Oui. Et on pourrait dire, il y a des sujets où on préfère le manager. Ouais. Et la question qui est derrière ça, c'est quelle est la valeur ajoutée du manager par rapport au robot. Exactement. Et on voit bien que par rapport à tout ce qui est l'organisation, on ferait davantage confiance à un robot. Oui. Et puis, dès qu'on est sur le domaine qui est la valeur ajoutée du manager, qui est l'humain, alors on ferait Sur les davantage émotions, les sentiments. confiance à son manager. Et là aussi, ça dépend des managers. Ouais. Comment on instille, comment on diffuse une culture de l'émotion dans une entreprise? Vous dites, voilà, dans votre ouvrage aussi, que l'émotion est tabou, ou était tabou, Oui. en tout cas dans C'est le négatif, milieu de l'émotion. l'entreprise. Alors, on disait C'est ça, un peu négatif. Aujourd'hui, vous qui avez écrit donc, une réédition, vous vous voilà. intéressez à la question en 1998, puis en 2019 après, est-ce que vous avez senti une évolution sur ce management de l'émotion? Il y a 20 ans, c'était quoi la situation? On ne parlait pas de l'émotion dans l'entreprise. Non. Et D'accord. maintenant, On le cachait. maintenant, on en parle sans arrêt. C'est un excès, Trop. c'est excessif, ouais. Et on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Oui. Bon, donc ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'humain. Et si on veut prendre en compte l'humain, il faut prendre en compte l'émotion. Mais il va falloir prendre en compte une autre dimension, qui est la capacité à penser en toute conscience. Prendre en compte les émotions, Jean-Luc Emery, ça veut dire aussi les laisser jaillir quand on est manager? Comment on pourrait faire autrement que laisser jaillir l'émotion? Je vous écoute, c'est intéressant. Ah, là, on est en séance avec vous, là. Si- Ouais, si- je suis complètement sur le divan. S'il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'émotion. C'est vrai. Et tout l'enjeu, c'est malgré l'émotion, de contrôler son comportement. Donc, Excusez-moi. comment j'utilise l'émotion pour réfléchir? Comment j'utilise l'émotion pour réguler mes comportements? Comment j'utilise l'émotion pour réfléchir à mon rôle et m'ajuster de manière un peu plus stratégique aux situations dans lesquelles je suis? Mais c'est compliqué le manager, parce que vous nous dites que le manager doit quand même être le psy de ses équipes, c'est-à-dire être à l'écoute, connecté, et être en empathie parfois. Mais lui, il est tout seul, le manager, parce qu'il a la pression de la hiérarchie qui lui demande pas grand-chose et qui est pas très psy. Et puis il a ses équipes qui, évidemment, lui réclament beaucoup parce qu'il faut qu'il soit bienveillant, sympathique, toujours à l'écoute, toujours heureux. Enfin, c'est un boulot difficile, manager, là, au XXIe C'est siècle. tout le propos de la première partie du Ouais. manager est un psy, d'expliquer que le manager, en 20 ans, il est confronté à un rôle professionnel qui s'est énormément complexifié, quoi. Voilà, avec toutes ces injonctions paradoxales, où il faut s'intéresser à la performance collective, mais où on fait de l'évaluation individuelle. Où il faut être dans l'écoute, mais il faut décider. Donc, comment on garde sa lucidité, comment on garde son libre arbitre dans toutes ces situations professionnelles? Effectivement, vous avez raison, tout est fait pour plonger le manager dans un comportement où il va être tout le temps en réaction par rapport aux situations et où il perd sa valeur ajoutée s'il n'est pas capable, à certains moments, d'appuyer sur pause, de réfléchir à la situation dans laquelle il est, de pouvoir quand même comprendre quel est son rôle dans cette situation et d'agir en fonction de son rôle et pas en fonction de ce qu'il ressent. Et ça, c'est la grande analogie avec le psy. D'accord. Ce qu'on apprend quand on est psy, c'est identifier ce qu'on ressent et à l'utiliser non pas pour agir en fonction de ce qu'on ressent, mais se poser la question de quel est notre rôle dans cette situation. Donc se détacher, en quelque sorte. Donc ce qu'on développe, et ce que les managers peuvent développer, c'est la capacité à observer ce qu'ils font, à mesurer les écarts entre ce qu'ils font et leur rôle, et à réguler leur comportement. Alors comme si ça ne Mais ils ne suffisait vont pas pas, contrôler leurs émotions. Ça, c'est un contresens absolu pour moi. comme si ça ne suffisait pas, Jean-Luc Emery, avec toutes les propriétés qui incombent aux managers aujourd'hui, il y a eu cette crise On lui demande tout. sanitaire, C'est pas dur. le télétravail, où il faut manager sans se voir. Est-ce que ça change quelque chose quand on doit contrôler des émotions et faire appel à Alors, des bon, je pourrais propriétés, répondre à votre question en psychologiques? disant oui. Maintenant, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je vois déjà que le télétravail, ça a été un révélateur du management. Il y a des équipes qui ont continué à fonctionner avec leur manager de manière très performante. Et puis d'autres, d'un seul coup, le manager est devenu plus tendu, plus difficile à supporter. En perte de Moins contrôle. cool. En perte de contrôle, moins cool. Simplement, moins Oui, c'est cool. ça. Plus de Exactement. pression, on le sent. Voilà, parce que c'est comme si ça lui avait enlevé quelque chose, le fait oui, bien d'être en sûr. télétravail. Alors qu'est-ce que ça lui a enlevé? Management à la papa, c'est-à-dire contrôle permanent, En tout cas, présentiel. ça lui a enlevé la proximité. Ah oui. Voilà. Donc je ne peux pas venir vous voir en disant, tiens, quand tu dis le mec qui arrive, c'est un tel.
et puis que vous réagissiez, je vais être obligé de vous envoyer un SMS ou un mail. Et là, ça filtre. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, quoi. Alors que si je suis à côté de vous, Il n'y a pas le choix. je vous regarde dans les yeux, je suis votre responsable hiérarchique, vous avez le pouvoir d'obtenir la réponse immédiate. Bon, après, Et puis, il y a des managers qui instaurent une relation différente avec leurs collaborateurs, où les collaborateurs ont l'habitude de venir vers eux, quoi, pour leur remonter de l'information, pour venir réfléchir avec eux. Et ça n'a rien changé dans la crise. Leurs managers, Ils le font autant. qui étaient moins occupés à se déplacer, qui étaient dans moins d'activités à l'extérieur, étaient beaucoup plus disponibles. Bien sûr. Et ils ont continué à fonctionner comme ils fonctionnaient. Donc ils avaient instauré une relation qui favorise un télétravail efficace. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, prolonger cet échange passionnant qu'on vient d'avoir avec Mathieu. Toutes les questions étaient passionnantes, je vous remercie. Mais écoutez, c'est très bien. Ça, c'est une excellente nouvelle, de très bonnes questions, mais d'excellentes réponses. Le manager est un psy, coécrit avec Éric Albert. C'est une réédition, on l'a dit, Oui. aux éditions Erol. Réédition, ça veut dire Tout a que été réécrit. voilà, C'est votre très livre bien. avait très bien marché et qu'évidemment, vous l'avez, comme on dit, enrichi, réécrit Entièrement à réécrit, l'aune parce que de la vos situation expériences. est entièrement différente. Et vous 20 pourrez ans même après. réécrire une autre version en 2021. Oui, je pense qu'il y a Peut-être plus vite. beaucoup que ce qu'on avait d'observations prévu. à tirer. Merci docteur, merci d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est Travailler demain. On reste avec Mathieu Emery. Un autre invité, vous allez voir, on prolonge les propos de Jean-Luc Emery. C'est tout de suite. Travailler demain, le deuxième invité de Welcome to the Jungle, l'invité de Mathieu Amaré. On parle alors là, une nouvelle fois, on reste dans la formation de coaching. Hein. C'est quand même un fil rouge aujourd'hui dans l'émission. C'est toujours la même mécanique, Arnaud. On a vu la version théorique de la psychologie du manager. Aujourd'hui, on va s'intéresser au concret avec quelqu'un qui a fondé une entreprise qui s'appelle Move One. Bonjour Hugo, ravi de vous avoir sur le plateau. Bonjour, Hugo, merci Bonjour, de Hugo. m'avoir aujourd'hui. Hugo Manoukian, vous êtes CEO de Move One, donc une solution digitale dédiée aux managers pour développer leur potentiel. Alors là, on va un peu plus au-delà de la psychologie, on s'intéresse à toutes les propriétés qui composent un bon manager. Racontez-nous un peu le concept qu'il y a dans votre entreprise, comment vous l'avez monté et pourquoi vous avez décidé d'offrir cette solution. Avec plaisir, c'est vrai que on vient de fêter nos 5 ans, donc on commence à avoir un certain recul. Bon anniversaire. Merci. On commence à avoir un certain recul sur la solution qu'on a montée. Alors déjà, rapidement, l'historique. C'est une histoire familiale, parce que mon père est coach professionnel, lui, depuis 20 ans, donc il a D'accord. encore plus d'historique. Et avec Avant mon le frère, digital. avant, dans le monde d'avant-avant. Un des pionniers. Ouais. Il y a Un 20 des ans. pionniers, D'accord. exactement, en France, et notamment dans le coaching vraiment professionnel, exécutif, certifié, voilà, avec une vraie approche professionnelle et du métier. Et c'est vrai que depuis 20 ans, avec mon frère, on lisait des témoignages, notamment de ses clients, des top exécutifs, des managers, qui disaient « mais ça va changer ma vie ». Et ça a changé ma façon d'interagir avec mes équipes, même de me manager moi-même, Ouais. parce que avant d'être un Je bon me manager, sens mieux. je me sens mieux, Ouais. et surtout, je sens que je fais du mieux. Je travaille mieux, je suis plus efficace, je me sens plus à ma place. Et donc ça, on le lisait parfois avec le sourire avec mon frère, et un jour, on s'est dit, Fier. mais là, il y a quelque chose à faire. Moi-même, ayant été manager pendant quelques années, j'allais dire parachuté à ce job-là dès le début de ma carrière. Je me suis rendu compte de l'énorme écart qu'il y avait entre la théorie et la pratique. Et là, je me suis dit, le coaching professionnel doit se démocratiser. Et les gens, les managers doivent avoir accès à cette pratique-là qui est très opérationnelle, qui en effet prend, comme l'invité précédent, prend des initiatives de la psychologie, certaines, mais aussi beaucoup de la mise en pratique, mise en action. On ne regarde pas derrière, on regarde devant, et on compose avec notre... Comme pour les sportifs de haut niveau, il y a un petit côté comme ça. Préparation mentale, visualisation, travail aussi sur le concret. Voilà, j'ai du mal à savoir gérer un conflit. Concrètement, il y a des outils, il y a des techniques. Demain, tu le fais, tu le mets en pratique. Et moi, j'aimais beaucoup cette approche pragmatique, là où la formation nous a tendance encore à nous bourrer le crâne, j'allais dire, parfois, oui, de beaucoup de concepts, mais dont on retient, on le sait Et qu'on bien. n'arrive pas forcément à appliquer. Non, parce que vous dire, voilà, la méthode ABC pour gérer un conflit, après, il faut le gérer dans les tripes. Et il faut arriver à voilà, en tant que manager, poser sa conviction là-dessus. Donc on comprend bien, vous entourez de coachs professionnels, vous en avez une centaine, c'est ça? Ou plus d'une centaine même? 222. 222. Aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes présent dans plusieurs pays, je crois. Voilà, on est présent. 24 pays différents, c'est ça? On est présent dans 24 langues. Voilà, dans C'est ça. 28 langues aujourd'hui. Nos coachs sont présents dans une quarantaine de pays. Donc on a développé, pour finir là-dessus, Oui. on a développé une solution digitale de coaching Oui. qui vise à libérer le potentiel
des managers, mais même le potentiel humain. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont confrontées à énormément de transformations. Et les transformations, elles peuvent être digitales, elles peuvent être d'organisation, de télétravail, et ainsi de suite. Mais l'humain, c'est toujours le plus compliqué. Bien sûr. Et c'est toujours le plus compliqué à accompagner. Bien sûr, facile d'acheter un Machine outil. complexe, l'humain. Machine, même Ouais. biologique. Biologie complexe. Ouais. Bah oui. Exactement. Et puis singulière. Comment Et vous adaptez à chaque cas, à chaque différence Pour une d'entreprise, entreprise, etc. notamment nous, on travaille avec donc 200 clients grands comptes, Ouais. dont des très grands clients, Vinci, la 60% Poste, du CAC 40, hein, vous disiez, 60% des acteurs du CAC 40 ont switché vers du coaching digital, notamment pour certaines populations de talents, de managers. Parce des que ça va personnes plus en vite, faut le changement. dire, c'est plus simple, c'est plus... Oui, et puis Ouais. sincèrement, à l'échelle française internationale, pouvoir déployer des centaines de coachings individuels via la plateforme digitale, c'est quand même un vrai plus. Et surtout, ce qui a plu, c'est de ne pas faire le parti pris d'avoir du full digital, c'est-à-dire juste des vidéos et de la Vous technologie, hybridez, ouais. mais aussi avoir de l'humain, c'est-à-dire que c'est vraiment des coachs en visioconférence. Alors maintenant, c'est l'âge d'or de la D'accord. visioconférence avec notre ère, mais il y a 5 ans, c'était peut-être un peu plus nouveau. Et donc en visioconférence, d'avoir des interactions avec mon coach, puis des sessions plutôt de micro-learning, là, qui sont online, puis des interactions. Donc on a vraiment créé des parcours qui sont individuels ou collectifs, avec 4 à 5 personnes qu'on met ensemble avec un coach qui vient les aider à travailler sur des sujets d'actualité. 4-5 personnes, donc c'est pas un peu impudique pour terminer, de 4-5 personnes qui sont obligées de raconter leurs histoires personnelles, parce que c'est toujours un peu impudique le coaching. Alors là, il y a une version individuelle, il y a une version collective. Collective. Mais, honnêtement, sur la version collective, c'est extrêmement puissant. Il y a de l'entraide, ouais. Il y a de l'entraide. Ouais. Il faut Ouais. bien sûr, on fait toujours une séance pour libérer un peu la parole et être capable de s'approprier avec la technique. Mais très sincèrement, ça marche super bien et les gens trouvent des solutions ensemble. Et ça, c'est génial Ça, parce c'est- que souvent, ils n'ont pas l'habitude de le faire entre managers. Du participatif. Et vous le dites bien. Une toute dernière question. Non, mais allez-y, Mathieu. Non, si je peux. Allez-y, mais vous êtes autorisé, Non, parce que Mathieu. c'est un sujet passionnant aussi. Vous dites aussi dans votre profession de foi, ou en tout cas dans votre descriptif, que le management aujourd'hui est tellement important qu'il est la cause en fait des départs des collaborateurs d'une entreprise. La question elle est toute simple, Hugo. En quoi le management aujourd'hui est la vitrine aussi de l'entreprise selon vous En quoi elle est sa marque employeur? Vous avez 10 secondes, C'est- Hugo, Vous évidemment. avez 10 secondes. Voilà. C'est une très bonne question. Je pense que le manager, c'est typiquement l'incarnation des valeurs de l'entreprise. On le lit beaucoup dans la presse, beaucoup de travail est fait sur la marque employeur au niveau général. Ça, c'est du marketing. Et le manager, c'est ce que vous avez en magasin, réellement. Ouais, ouais, Et là, voilà, ça peut pas mentir. C'est pour ça que accompagner ces gens-là, et ce que je voulais dire, c'est que le job de manager, parce que je pense que c'est un vrai job aujourd'hui, c'est l'un des plus compliqués, à mon avis, à exercer, notamment de management intermédiaire, entre le marteau et l'enclume. Voilà, on parlait notamment de la situation pendant le confinement. Ça a été très dur pour ces gens-là de réagir. Il faut les accompagner avec d'autres Merci choses. Hugo de nous avoir fait partager votre passion. Move On, c'est dans plusieurs pays dans le monde, 28 langues, on l'a entendu. C'est du coaching individuel ou en groupe qui marche très très bien. Merci Hugo Manoukian d'être venu. Merci à Mathieu, Merci beaucoup. à Marie. On se retrouve demain pour vos nouveaux invités. Welcome to the jungle dans Working Progress. C'est toujours un plaisir. On passe tout de suite au cercle RH. C'est le débat. On parle de la RGPD. C'est un mot barbare. Tous les chefs d'entreprise en ont entendu parler. Cette réglementation européenne sur les données personnelles. Ça a été un casse-tête en 2018. Ça marche comment aujourd'hui? On en parle dans quelques instants après cette courte pause. Retour dans Smart Job avec le Cercle RH. Vous connaissez notre rendez-vous. C'est le débat quotidien de Smart Job. On s'intéresse alors au RGPD. Il faut faire attention, on ne dit pas la RGPD, mais le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données personnelles. Ça, c'est l'emballage. C'est les Européens, c'est l'Union européenne qui, en 2016, a dit qu'il faut inventer quelque chose qui protège vos données. Ça a été mis en place en 2018. Et puis, depuis, tous les chefs d'entreprise, et nous d'ailleurs, puisqu'on doit cliquer sur « Acceptez-vous OK » quand on va sur un site, c'est le RGPD. On ne le sait pas. Et puis les chefs d'entreprise ont dû s'adapter, qu'elles soient petites, grandes entreprises, mais aussi les sous-traitants. Elles peuvent être à l'étranger. Elles doivent se plier à ces règles du RGPD. On va en parler avec des experts parce qu'on va essayer d'y comprendre un peu quelque chose. On va rentrer dans la machine. Éric Delisle, merci d'être avec nous parce que vous n'êtes pas venu avec l'uniforme, mais c'est un peu le gendarme de l'informatique. Je vous taquine. Vous êtes la CNIL, la Commission nationale individuelle des libertés. Vous êtes le chef de service des questions sociales et RH au sein de la CNIL. Et la CNIL, c'est celui qui va sanctionner, qui va dire oui, qui va dire non, qui va dire
ce procédé-là, on ne l'accepte pas. Donc c'est vraiment intéressant que vous soyez sur le plateau avec nous. La CNIL, c'est plusieurs membres composés de sénateurs. On ne va pas rentrer dans le détail de l'organisation de la CNIL. Mathieu Penet, merci de revenir, parce que vous êtes déjà venu, je crois, à cette place même d'ailleurs, fondateur de Yago. Bonjour. Bonjour. Alors vous, évidemment, vous êtes parti de l'idée que quand des CV ont mal été gérés, ça fait des candidats, ça fait des citoyens très mécontents qui balancent des saloperies sur Internet, la boîte est salie. Puis vous allez plus loin, parce que vous lancez une bibliothèque, on va revenir évidemment sur les données, une bibliothèque virtuelle destinée aux managers pour comprendre l'impact d'une mauvaise candidature. Et là, vous êtes obligé de stocker de la donnée et en permanence de frapper à la porte de la CNIL pour dire toc toc toc, bonjour la CNIL, on a le droit, on n'a pas le droit, on va en parler avec vous. Et puis il y a des débats de droit. Frédéric Sardin, vous êtes évidemment, j'imagine, très sollicité. Avocat à la Cour, docteur en droit associé Polypé Tech et Data, donc vous êtes la tête dans la machine, au sein du cabinet Jantet. D'abord la CNIL, parce que vous êtes l'institution, je dirais, qui contrôlait, surveillait, même sanctionnait, puisque j'ai vu qu'il y avait des sanctions possibles, je ne sais pas si vous les appliquez. Le règlement général des protections, sur les protections des données personnelles, quand on se penche sur le sujet, on se dit mais pourquoi avoir lancé cet énorme barnum gigantesque, c'est une montagne, pourquoi l'avoir décidé? Il y avait vraiment danger en 2016 pour les données personnelles des citoyens? Pourquoi on a fait ça? Alors il y avait un besoin en 2016, mais il faut bien savoir qu'en 1978, on avait déjà une loi qui était très proche du RGPD. Donc finalement, la montagne n'est pas si énorme à franchir. Et on l'avait déjà franchi plutôt brillamment, parce que le règlement est quasiment une copie conforme de la loi qui existait depuis 1978. Donc il y avait en effet un besoin, et on se rend bien compte que le RGPD est venu en fait un peu adapter cette loi et la rendre beaucoup plus moins administrative, peut-être, si je peux le dire. C'est plus mettre la responsabilité sur les entreprises. Éric Delisle, juste d'un mot pour qu'on comprenne dans le début de notre débat, parce qu'on rentrera dans des cas précis, concrets, juridiques, des entreprises qui ont des refus. C'était quoi la philosophie? Et c'est quoi la philosophie de ce règlement? C'est la protection des données des citoyens? Exactement. C'est avant tout mettre l'individu dont on traite les données au cœur de sa protection. Donc le rendre beaucoup plus informé de ce qui est fait sur ces données. C'est quand même plutôt bien. Et également donner plus de responsabilité, tout en leur donnant un peu plus de liberté aux entreprises et aux organismes qui traitent de la donnée. En leur disant, vous êtes adulte, vous êtes plus responsable. Alors évidemment, on y viendra certainement avec les sanctions, mais voilà, avec une espèce de ligne directrice, comment est-ce qu'il faut faire pour traiter les données. Pour accrocher ce sujet dans l'actualité, parce que finalement, le RGPD, c'est un peu évanescent. Après tout, on ne sait plus trop ce que c'est, à part cliquer sur OK quand on va sur un site Internet. Nous, citoyens, ça nous échappe. J'ai vu quand même que dans une entreprise, la CNIL avait dit non au pointage avec caméra qui faisait qu'on photographiait le salarié à son entrée. Ça, vous avez dit non parce que quoi? Ça mettait en jeu la vie personnelle, l'image de la personne? Exactement. En fait, tout est une question de balance dans le RGPD. C'est pas si compliqué que ça. Ça paraît très technique et ça peut l'être, mais en quelque sorte, c'est un peu une balance des intérêts. L'intérêt entre l'intérêt de l'entreprise, d'avoir un pointage, en tout cas d'avoir un contrôle des horaires précis. Des horaires, ouais. Et en même temps, quels sont les impacts pour l'individu? Et l'individu, là, c'était être pris en photo à peu près 8 fois dans la journée, à chaque fois que vous pointiez. On entre, on sort le midi, Exactement. le soir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tout simplement? Ça servait à quoi d'ailleurs? On se demande bien pourquoi on photographie le salarié. Il suffit de mettre son badge et voir qu'on est passé à l'heure, non? Oui, l'argument était d'éviter la fraude, de se passer le badge. Ah, le passage du badge, Voilà, ouais, c'est ça. Je suis en retard, tiens, passe-moi à son... Exactement. D'accord. Mathieu Penet, vous êtes une entreprise, vous gérez ces candidatures qui ont été manquées, en fait, vous les traitez, parce que l'entreprise ne peut pas les traiter. Vous accumulez... je ne parle même pas de votre bibliothèque virtuelle, parce que là, j'imagine que vous avez déjà ouvert un dossier à la CNIL, mais vous avez des quantités de données. Ça a dû être un casse-tête d'appliquer ce règlement? En fait, au début, oui. Parce que la perception que ont tous les services juridiques et les délégués à la protection des données chez nos différents clients était à chaque fois différente. Et du coup, il y a plein d'interprétations qui se faisaient et c'était des maux de tête pas possibles. Donc on a dû structurer énormément notre posture et notre positionnement, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a rencontré la CNIL. Pour avoir une explication, en fait, expliquez-moi quoi. Ouais, j'ai droit à quoi? On a le droit de faire quoi? Et en fait, ce qu'on a compris, c'est ce qu'on lit partout, qu'on essaye d'expliquer au maximum à nos clients, historiquement, c'était fait plutôt pour une approche très marketing. Ne pas faire n'importe quoi des données des individus pour... les profiler, pour... les revendre à d'autres. Bien sûr. Ce qui se pratique d'ailleurs. Enfin, que l'individu... Voilà. C'est ce qui se pratique. Ce qui se fait toujours. Voilà. Juste que l'individu ne soit pas conscient ou au courant de ce qu'on allait faire effectivement de ces données. Et de cadrer
dans quel contexte on avait le droit de réutiliser les données des candidats, des consommateurs historiquement. Et en fait, il y a eu un stress, ça s'est d'abord déployé plus tôt dans la relation avec des consommateurs. Et là, vous l'avez fait évoluer, vous. Voilà, le fait de le faire évoluer dans la relation avec les candidats et avec les gens qui sont en contact de l'entreprise pour venir y postuler au sens large, toute la cooptation et tous ces leviers-là, c'était un peu une zone d'ombre. Vous en faites quoi de ces données? Pendant 5 ans, vous les avez dans un disque dur, vous les... Je dis n'importe quoi. Nous limite à 2 ans. À 2 ans, non mais je fais exprès pour voir, je vous challenge un peu, pour voir si vous êtes dans les clous. Et en fait, non mais une fois qu'on a pris cette posture et qu'on a compris que finalement, quand un candidat postulait dans une entreprise, c'était pour avoir une relation de recrutement, donc lié uniquement au fait de postuler dans l'entreprise. Et que finalement, on n'avait pas le droit d'aller proposer, je sais pas, 5% de réduction sur un des achats, je m'appelle Cdiscount par exemple, je n'ai pas le droit d'aller proposer 5% de réduction à tous les candidats qui ont postulé chez moi. Ce n'est pas la relation pour laquelle ils sont venus. Parce que vous franchissez la barrière, vous faites du commercial alors qu'à l'origine c'était une relation de recrutement. Exactement. Même si l'idée pourrait être intéressante, absolument. Mais il y a un truc où, mais il y a un point de le candidat a sollicité l'entreprise pour avoir une relation de candidat à employeur. On reste sur ce couloir-là. Sur ce pourquoi il a initié une relation. Pour ne pas détourner ses données personnelles à des fins commerciales et effectivement en faire une utilisation commerciale, même si vous le vivez assez régulièrement, le profilage existe. Vous allez voir une paire de baskets, vous ne l'achetez pas, et puis en fait pendant 15 jours, vous avez la même paire de baskets et ses dérivés qui viennent sur votre page. C'est d'ailleurs assez fatigant. Je me tourne vers la CNIL, elle est là. On fait quoi contre ça? Et je vous donne la parole. Alors en ce moment, il y a justement toute une réflexion autour de ce sujet des cookies. C'est très compliqué et c'est un sujet qui va être traité, mais qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup de négociations. La CNIL ne fait pas que sanctionner, elle discute aussi. Donc vous êtes en discussion pour éviter que les consommateurs d'Internet qui surfent soient en permanence harcelés commercialement. De pouvoir dire non, en fait, c'est ça surtout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas dire non. Il arrive en pop-up et il nous est imposé. Oui, mais on ne peut pas dire non. C'est la difficulté. Juste, maître, je vous donne la parole, parce que vous êtes un avocat, donc par essence, un avocat fait de la pédagogie, mais il gère des litiges. Un client va vous voir, il est ulcéré parce que la CNIL a dit non, parce qu'on lui interdit. Quelles sont les causes principales des litiges qui font que les clients viennent pousser la porte de votre cabinet? Alors, on fait effectivement des litiges, on fait aussi beaucoup de conseils en amont. Oui, je l'ai dit, il y a de la pédagogie. De faire en sorte que justement le litige ne survienne pas. Quand le litige survient, c'est souvent périodique, ça dépend aussi des contrôles qui sont initiés par la CNIL et qui tournent d'un semestre ou d'une année à l'autre. Récemment, on a eu beaucoup de problèmes de sécurisation des données. De pages web ou de pages intranet, liées au recrutement ou non d'ailleurs, qui n'étaient pas suffisamment sécurisées avec des données personnelles de candidats. Nom, âge, date de naissance, hobby, enfin il y a tout quoi. Naissance, photos, qui étaient relativement facilement accessibles sur Internet. Piratable, pour le dire piratable, et une petite plainte arrive sur le bureau de la CNIL fait une petite descente et on a... Maître, comment on sait que ma page web est piratable? Moi je ne le sais pas, enfin, je veux dire, qui va décider que c'est piratable ou pas? Alors, c'est une des grandes innovations du RGPD par rapport au texte précédent, c'est qu'on est passé d'un système de déclaration préalable. Quand je voulais faire un traitement de données, je devais remplir un petit fichier et dire à la CNIL « bonjour, je fais ça ». Maintenant c'est terminé. Les entreprises, elles sont ce qu'on appelle accountable, elles sont autoresponsables en permanence. On l'entendait, responsabilisation des entreprises. Exactement. Et donc vous devez faire en sorte de documenter votre conformité au fil de l'eau, en permanence, en prouvant que vos contrats sont à jour, que votre politique de confidentialité est à jour, et précisément que toute votre politique et vos process de sécurité sont également à jour et aux normes. Juste d'un mot, parce que c'est un sujet, on fait une émission emploi, vous le savez, recrutement, mais ça a créé de l'emploi, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'ingénieurs qui étaient rentrés dans les entreprises pour gérer les données. Il y a toute une logistique qui s'est créée autour de ce RGPD. Il y a eu des créations d'emplois. Oui, notamment au sein soit des profils qui sont ingénieurs, soit des profils juristes, bien sûr, soit des profils qui sont un peu ce qu'on appelle les DPO, qui sont un peu le mouton à 5 pattes. Oui, j'ai vu les fameux DPO. Qui cumulent à peu près toutes les fonctions. Vous avez un DPO, vous avez un DPO. Ouais, on est 14, mais en fait, j'ai tellement une obligation d'avoir un interlocuteur au sein de l'entreprise que... Donc, attendez, pour qu'on soit précis, chez Yago, vous avez la crainte de faire l'erreur. C'est-à-dire que tout d'un coup, la CNIL vous attrape et on vous dit, attendez, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Donc, votre DPO, il est là pour vous dire, là, c'est bon, vous êtes dans les clous. Ouais. Là, tu n'as pas le droit. On est aussi sur l'application du RGPD, du règlement global, dans le milieu du recrutement. C'était complètement obscur.
Totalement. C'est vous qui défrichez en quelque sorte. Un peu. Bah ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est... Faites jurisprudence chez Yago. Vous présentiez tout à l'heure la CNIL comme étant des gendarmes. Ils ont été extrêmement bienveillants avec la démarche qu'on a pu avoir de vouloir essayer de creuser pour pouvoir aller porter la bonne parole aussi à notre niveau au sein des directions du recrutement. Et c'est un vrai truc de juste se positionner dans ne pas faire n'importe quoi avec les données des gens. Et on duplique ça dans la relation avec les Ça, c'est votre éthique, Mathieu. Non, parce que quand vous dites ça, il y a une forme d'éthique. C'est au-delà de l'aspect technique, purement technique et informatique, il y a une éthique. On ne fait pas n'importe quoi avec les données. C'est ça la philosophie. Du RGPD, c'est ça. C'est ça la philosophie du RGPD. Mais les chefs d'entreprise, certains se grattent la tête parce que certains disent qu'il faut aller plus loin, il faut faire du profilage avec les visages. Il y a pas mal de choses qui se font aux États-Unis, qui arrivent ici en France. Sur ces questions-là, vous y êtes opposé ? Alors, ça dépend quelle question. On affine c'est-à-dire le profil commercial pour que l'entreprise puisse proposer le meilleur produit à l'individu. On n'en est pas là. Non, si l'individu il consent et qu'il sait exactement ce qui va être fait sur lui, alors il n'y a pas de difficulté. C'est ce que le RGPD demande, de la transparence, et ensuite que la personne concernée puisse dire oui ou non, mais qu'elle sache ce à quoi elle dit oui. Et le problème, c'est que pas mal de technologies ne le disent pas, parce que ça risque de faire peur, ça risque d'aller peut-être trop loin, et on sait très bien que le consommateur ou le client dirait non. Et c'est ça la difficulté. Le RGPD demande à ce que ce soit transparent. Alors mettons les pieds dans le plat. On l'évoquait tout à l'heure, il y a les cookies qui vous arrivent, qui sont souvent des produits, des marques. Je parlais de chaussures, ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi, une tronçonneuse ou un bateau à moteur. Il y a quand même la revente des données. On sait qu'aujourd'hui, quand vous donnez un numéro de téléphone et des données personnelles à un magasin qui vous demande une carte de fidélité, on a une fois sur deux le sentiment que ce fichier va être revendu et va circuler et vous vous retrouvez avec des appels téléphoniques parfois complètement dingues. Réel, ça. Ça, malheureusement, ce sont des cas réels, mais ce sont des cas qui sont illicites. Illicites, mais Exactement. ils existent. Ah, ils existent, mais sinon on n'aurait plus de travail. Et ce serait génial. Et on ne parlerait même pas du RGPD si tout le monde... Votre boulot, c'est aussi d'alerter, je ne sais pas quelle marque, X, chez qui j'ai pris ma carte de fidélité, mais en même temps, on revend en sous-main ce fichier qui vaut de l'argent. Parce qu'il circule beaucoup d'argent avec ces fichiers, quand même. Ces données, ça vaut de l'argent. Ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'il faut... alors la CNIL peut en effet mettre les pieds dans le plat, mais lorsqu'elle met les pieds dans le plat, c'est aussi tout un écosystème économique qu'elle va chambouler. Donc c'est pour ça qu'on a tout un rôle d'accompagnement que l'on a très à cœur. On n'est pas qu'un gendarme, mais très important. On a vraiment toute une J'ai fait très mainstream comme lancement. Bien sûr. Mais vous faites de la pédagogie, bien entendu. Beaucoup, pour discuter, pour comprendre pourquoi, quels sont les besoins, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'y arriver. Voilà, donc ça c'est... Mais il y a des clients qui viennent vous voir et qui vous disent, moi j'ai une technologie qui marcherait très bien en France, moi la CNIL m'interdit de le faire, je veux la faire avancer. Comment ça se passe dans la relation que vous avez avec vos clients? Parce qu'il y a, je vous dis, il y a le profilage, il y a évidemment la biométrie, il y a toutes ces questions qui sont posées à la CNIL, sur lesquelles, bon là, ça bouge pas. Et peut-être que c'est bien d'ailleurs, j'en sais rien, mais qu'est-ce que vous en pensez? On a souvent des clients qui viennent avec des projets très innovants, et nous, notre rôle, c'est de les conseiller dans les limites de la loi et de l'acceptable à aller pousser les curseurs au maximum. C'est quoi innovant? C'est quoi les projets innovants que vous avez sur votre bureau où vous dites, je peux vous dire que la CNIL, ça passera pas? On a beaucoup de choses qui peuvent être liées parfois au big data, et quand on fait une interprétation un peu stricte des textes, a priori on se dit, oulala, ça c'est compliqué, et puis on réfléchit, on creuse, et on est là, nous, pour trouver des solutions et aider nos clients à mettre en œuvre ces innovations, dans le respect toujours des textes. Alors la CNIL, c'est le gendarme, c'est le régulateur, ils prennent position sur l'interprétation du texte. Tout à fait. Ce RGPD, c'est un texte. Les avocats, parfois, peuvent avoir une interprétation différente. C'est un texte qui s'interprète. C'est la PJ et le Conseil d'État, en fait, la CNIL, en même temps. Il peut y avoir des points de vue différents. Et le but, pour nous, avocats, c'est effectivement d'accompagner nos clients dans leurs innovations et de trouver des solutions à leurs projets. Même si parfois... Donc vous passez votre vie à la CNIL, alors non, mais toc, bonjour, j'ai ce dossier, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes en tout cas très vigilants aux avis, aux recommandations que la CNIL peut émettre. Il nous arrive très fréquemment d'échanger avec les services de la CNIL pour connaître leur position et se dire, là, nous, on interprète cette disposition de cette façon, c'est peut-être un peu agressif. On s'est entretenu avec nos amis de la CNIL, eux sont un peu plus réservés là-dessus. On va essayer de pousser une solution peut-être intermédiaire qui pourrait passer en cas de contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Éric Delisle, dans les sujets un peu touchy, comme on dit, il y a les GAFA, qui sont des mastodontes, qui viennent des États-Unis, aujourd'hui de Chine. On fait quoi? Comment on fait là? Parce que là, le RGPD, ces GAFA, ils n'en ont pas besoin. Ils stockent une multitude de données, des quantités infinies de données.
Et là, vous n'avez pas la main, c'est difficile, là. Alors, on a la main, parce que le deal du RGPD, c'est de dire, si vous traitez des données sur des Européens, vous appliquez la réglementation des Européens. Oui, bien sûr. Ça, Alors, c'est le texte. évidemment, ça, c'est le texte. Après, c'est un texte européen, donc il y a plusieurs pays en Europe. Certains ont des conceptions plus ou moins libérales du texte. Et donc, il y a des échanges, beaucoup d'échanges entre les homologues, donc les homologues européens et nous, pour savoir de quelle manière est-ce que on va appliquer la réglementation au GAFA. Mais on rentre un peu dans la science-fiction. C'est-à-dire que si on se projette, ce sont des entreprises qui cumulent des données, des chiffres d'affaires colossaux, qui peuvent d'ailleurs être des chiffres d'affaires supérieurs, des bénéfices supérieurs à des États. Enfin, je veux dire, on est en train de basculer dans un autre monde avec ces data et ces big data. Alors il y a des questions, mais également peut-être aussi de trop grande taille de cette entreprise qui dépasse largement le RGPD. Mais il y a aussi des questions en termes d'économique et de puissance économique. Est-ce qu'il y a pas un moment où est-ce qu'il va falloir scinder en quelque sorte ces organismes qui sont présents sur quasiment tous les marchés. Donc, mais ça, c'est pas du tout le RGPD ou la CNIL de donner son avis sur ce point. Oui, mais enfin c'est un sujet qui est mondialisé. Exactement. En matière de recrutement, pour revenir, je dirais, plus à notre sujet macro, vous avez donc des données stockées sur 2 ans, ensuite vous les On s'adapte en fait à vous la les politique. détruisez. Il y a une logique de sous-traitance. Nous intervenons en tant que sous-traitants de nos clients. Et du coup, on est obligé de s'adapter à leur politique globale de gestion des données. Avec certains clients, ils ont limité à 1 an, avec d'autres à 2. Pas le choix. Donc au bout d'1 an, pour telle entreprise, vous détruisez les données. Je crois même qu'ils ont d'un point de vue RGPD, eux sont responsables de ce que font leurs sous-traitants, des données que eux ont collectées. Donc en fait, c'est aussi pour ça que on est obligé de s'aligner. Donc vous alignez d'un point de vue technique, c'est une manipulation informatique et on efface les données du disque dur, pour le dire simplement. Exactement. Chez vos concurrents, chez ceux qui vous challengent sur le marché, il y a des velléités d'utiliser ces données qui sont des données de recrutement pour autre chose. Il y a un danger. En fait, le candidat a sollicité notre client pour une relation employeur-employé. Bon, jusque-là, je veux je veux rentrer chez vous. Si on pousse le truc un peu plus loin, le candidat a sollicité pour essayer de trouver un job. Pourquoi est-ce que finalement, nous, on ne pourrait pas décider un jour de revendre toutes ces données-là à des acteurs tiers, des sites emploi ou des choses comme ça, en disant la velléité. Je vais y venir. Je vois que... Éric Delisle commence déjà à préparer son intervention. Et du coup, à se dire, en fait, on rentre dans le cadre légal de pourquoi est-ce que le candidat a sollicité l'entreprise, notre client initial, pourquoi est-ce que dans la continuité de service qu'on pourrait aller lui apporter, on ne pourrait pas aller proposer des offres sur des sites emploi tiers. Ben oui. Pas possible, ça. Stricto sensu. Non. Non. Pas possible, il faut que la personne en tout cas soit parfaitement informée et qu'elle puisse avoir la liberté de dire oui ou non. Ce qui compte, vous avez hésité, certains. Non, je sais. Non, personne ne le fait. Mais ce qui compte, c'est si le candidat il est parfaitement au courant de qu'est-ce qui va lui être proposé, à quelle sauce il va être mangé et qu'est-ce que va devenir son CV, on a le droit. Ça, c'est le job de Yahoo qui dit attention, vous pouvez être ventilé sur Région de Job ou je ne sais quoi. C'est une offre qu'on pourrait commencer à réfléchir. Et tout en sachant que ce qu'on a appris au fur et à mesure des échanges avec la CNIL, c'est que en fait, on n'est pas obligé de faire cocher une case au candidat. Comme on est dans une relation où il a sollicité le service. C'est une croix, quoi. En fait, un acte de candidature était comme s'il avait coché la case. Donc, ce qu'on a vu fleurir dans la plupart des process de recrutement, ce sont des nouvelles cases à cocher à droite à gauche. J'accepte. En fait, ce truc-là, c'est des DPO qui n'ont pas franchement lu le RGPD qui ont compris la philosophie du truc. Et c'est aussi pour ça que nous, on cherche à évangéliser au maximum sur... ça rallonge les process de candidature, ça met des freins, parce que parfois ça ne marche pas, la case à cocher ou truc comme ça dans le process, et ça met des freins dans le processus de candidature, le fait que le candidat fasse acte de candidature, mais en fait, ce n'était pas la peine de le faire. Bien sûr. Éric Delisle, votre réponse, parce que là, c'est un sujet... en fait, ce sont des fichiers en sous-main utilisés par une entreprise, souvent avec bonne conscience, qui ensuite sont détournés de leur fonction originelle ou dans lequel le candidat ou la personne n'est pas informé. Ça existe, ça. Ça existe. Régulièrement, vous constatez qu'une entreprise sort de ce cadre. Tout à fait. Mais c'est notre rôle, là, cette fois, notre autre casquette, que de le rappeler dans le cadre... Les sanctions, c'est quoi? J'ai vu qu'il y avait des sanctions assez lourdes. 4% du chiffre d'affaires, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ou 20 millions. Ou 20 millions. Combien de sanctions sont tombées là, à ce niveau-là?
Alors pour l'instant, les sanctions sont des sanctions qui ne sont pas encore très nombreuses. Néanmoins, il y en a beaucoup. Il y a toujours un effort de pédagogie en disant voilà, on est passé au règlement européen, on sait bien que c'est compliqué. Vous parliez de la lecture du RGPD. Exactement. Il faut être un petit peu pédagogue. Ça va tomber. C'est pas du Chateaubriand, le RGPD. Donc à lire, il n'est pas forcément très compréhensible. Exactement. Il vaut mieux éviter. C'est pour ça qu'on fait preuve de pédagogie. Et à terme, plus on va aller, plus on aura fait de la pédagogie, moins il y aura aussi d'excuses pour ne pas avoir compris ce que l'on exprimait. Maître, votre boulot, c'est d'éviter que la sanction tombe. Oui, c'est d'éviter que la sanction tombe ou, à minima, de réduire la sanction. C'est aussi souvent quelque chose qu'on observe. C'est-à-dire que le rapporteur de la CNIL fait un rapport, propose des sanctions, et si le cas est difficilement défendable, un bon résultat, c'est déjà d'obtenir une réduction substantielle du montant des sanctions financières. C'est ça, c'est donc une négociation de gré à gré pour expliquer la bonne foi du client. Oui, alors c'est plus une forme d'audience plutôt qu'une négociation de gré à gré, mais il faut convaincre la commission de la CNIL que notre client ne mérite pas une sanction aussi forte. Vous en avez eu des clients avant de nous quitter qui justement sont sortis, ont détourné finalement la fonction première de leur data pour en faire une utilisation commerciale, pour le dire simplement. Alors pas à ma connaissance, j'ai des clients qui se sont retrouvés devant la CNIL pour d'autres sujets, mais pas pour détournement de données ou de finalité de traitement initial. Merci à vous trois d'être venus. Le RGPD, alors n'allez pas jeter un œil sur le RGPD, à moins que vous ayez vraiment envie de passer une nuit blanche à essayer de comprendre. En tout cas, c'était intéressant de vous avoir sur ce plateau. Ça concerne tout le monde, vous, consommateurs, citoyens, mais aussi vous, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Vous êtes forcément soumis à ce règlement. Éric Delisle, chef de service des questions sociales et RH, on ne va pas parler de RH, mais vous reviendrez nous parler des RH à la CNIL. Merci à Mathieu Penet, fondateur de Yago, avec cette bibliothèque. Vous êtes forcément allé voir la CNIL. Bibliothèque virtuelle, je le précise, parce que là, c'est évidemment, vous prolongez votre travail. Et Frédéric Sardin, avocat à la Cour, docteur en droit, et spécialisé, on l'a compris, sur les data et les big data. Merci de votre fidélité. Ce n'est pas fini, il reste fenêtre sur l'emploi. Ça va vous intéresser, Mathieu, parce que c'est un expert qui nous parle du recrutement. On peut contourner le DRH, on peut le contourner, on peut peut-être toucher directement le recruteur. Il va nous expliquer. Thierry Bismuth, vous êtes évidemment expert, on vous connaît sur ce plateau, vous êtes recruteur. Alors on n'est pas dans le RGPD, on ne va pas faire de l'informatique. Là, on est dans le recrutement à l'ancienne, Thierry. C'est-à-dire, je suis un candidat, j'écris ma lettre, éventuellement à la main, je mets ma photo, je me dis à qui je l'envoie. Vous nous dites, désobéissance totale aujourd'hui, on casse tout. Contourner le système, c'est possible. Racontez-nous. Exactement. Alors, on n'est pas obligé de le faire à la main, à l'ancienne, on peut aussi le faire à la plume. Mais effectivement, sur les candidatures, c'est mon appel à la désobéissance adressé aux candidats. Je m'explique pourquoi. C'est dangereux, ça, attention. D'autant que je parle devant la CNIL, vous me direz si ma proposition vous convient, mais dans la plupart des cas, le mail, le téléphone ou le nom de la personne qui est indiqué sur l'offre d'emploi, c'est la plupart du temps le service RH. Et donc, il est normal, quand on est candidat, d'avoir envie de postuler auprès de la personne qui a émis l'offre d'emploi. Logique. C'est d'ailleurs ce qu'on attend de vous. Eh bien, mon avis, c'est que parfois, faire ce qu'on attend de vous, c'est la pire des choses à faire quand on est candidat. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, je vois le truc qui reste coincé dans la boîte mail, on part en vacances, c'est la Toussaint, hop, terminé. Exactement. Alors, je vais même vous raconter un peu, il était une fois, je vais vous raconter l'histoire d'une offre d'emploi. Oui, qu'on est dans le storytelling aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ça commence évidemment par un opérationnel qui a un besoin de recrutement, soit parce qu'il y a eu un départ, soit parce qu'il veut développer son service. Et il va commencer par faire sa lettre Père Noël, cet opérationnel. Alors, sa lettre Père Noël, dans notre métier, vous le savez, on appelle ça une fiche de poste. Et sa lettre Père Noël, c'est la liste de tout ce qu'il voudrait voir chez le candidat idéal. Un diplôme, une expérience, des compétences, du savoir-être. Il va vraiment faire une liste dithyrambique et il va envoyer sa demande totalement improbable à son service RH. Et en général, on n'a pas tous les cadeaux quand on envoie la liste au Père Noël. Oui, là, ça va être un peu pareil d'ailleurs. Mais lui, en attendant, il attend d'avoir tous les critères de ce candidat idéal. Il sait que ça n'existe pas en vérité parce qu'il n'est pas dupe. Mais il se dit, on ne sait jamais. Le mouton a 5 pattes, quoi. Voilà. Alors, 5 pattes, on peut même lui mettre 2 ailes et une cape parce qu'en général, la première demande de l'opérationnel, ça ressemble à ça. Le problème, c'est que le recruteur de l'entreprise reçoit cette demande absolument improbable, il en a d'ailleurs conscience, mais il va la prendre au pied de la lettre, cette demande. Il ne va pas la mettre en perspective. C'est un client, donc il est obligé. Voilà, c'est-à-dire que si globalement l'opérationnel lui demande 10 ans d'expérience, un bac plus 5 et l'énergie d'un sportif sous OPO, eh bien le RH va rester sur ces critères-là, et si vous n'avez pas ces critères-là,
il ne répondra pas à votre candidature. Ou en tout cas, il répondra par la négative. Donc là, la désobéissance, elle arrive à quel moment? C'est-à-dire que le candidat qui voit qu'il n'a pas de réponse des RH, que Yago n'a pas répondu non plus, il se dit je passe en direct sur l'opérationnel. Je le touche. Alors effectivement, ce qui va se passer en général, c'est que dans un premier temps, le RH va essayer de répondre à une demande improbable, il le sait très bien. À un moment donné, ça peut se passer plusieurs semaines ou mois après, il va avoir le courage de dire à son opérationnel, droit dans les yeux, écoute, ce que tu cherches, ça n'existe pas. Et là, d'ailleurs, l'opérationnel va lui dire, présente-moi, si tu prends quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait, je prends quand même. Redescends l'escalier un peu. Voilà. On pourrait dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le problème qu'on a à ce moment-là, c'est que tous les candidats qui ont postulé entre-temps, entre cette période de demande irréaliste et la mise en réalité, eh bien, tous ces candidats sont perdus dans des outils RH ou dans des boîtes mail. Et ces candidats-là, du coup, on va difficilement réussir à les faire sortir des limbes, des CV, des boîtes mail. Ceux-là, ils sont morts en quelque sorte, voilà. Du virtuel en tout cas. Et c'est pour ça que mon conseil à donner aux candidats, c'est lorsque l'opérationnel demande Superman, en général, il se contenterait d'un humain normal. Il faut donc ne pas attendre qu'il fasse cette confession de réalisme à son RH et directement le contacter. Globalement, si vous ne correspondez pas... Excuse-moi Thierry, il faut avoir un peu de culot parce que le journalisme est une forme de recrutement un peu particulier, mais il faut quand même prendre son souffle pour dire à l'opérationnel, bonjour, c'est moi. Enfin, il peut très bien se faire accrocher au nez, quoi. Vous avez totalement raison. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on en parle, vous et moi, j'incite plutôt les candidats à l'audace, on va dire, de l'audace. Oui, c'est vrai. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si je n'ai pas totalement le profil recherché, si je postule auprès du RH à travers une annonce, vous ne passerez pas, comme disait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Si en revanche, vous avez le culot de postuler directement auprès de l'opérationnel, alors à ce moment-là, vous passerez devant tous les candidats qui sont trop polis ou trop disciplinés. Vous avez fait un tabac, Thierry, parce que d'abord, vous aviez Yago qui, lui, récupère justement, excusez-moi de le dire comme ça, un peu ces déchets de recrutement, et vous les faites revivre. Donc c'est intéressant. Vous êtes d'accord avec lui? C'est une bonne méthode ou pas? C'est le conseil que vous le suivez ou vous trouvez qu'il est trop audacieux, Thierry, là? Sont des RH, pas évident. Déjà que, non, même pas, mais déjà que pour un recruteur, répondre à un candidat, c'est compliqué. Pour un opérationnel, apporter une réponse à quelqu'un qui a eu beaucoup d'audace et qui l'a alpagué directement, c'est encore plus compliqué. On dit souvent que chez nous que dire non à un candidat, c'est la pire partie du job, déjà pour un recruteur. Bien sûr. Mais quand on est manager, c'est encore pire. Et du coup, même si le candidat a beaucoup d'audace et qu'il a réussi à passer au-dessus de la pile, il y a toujours un moment où dire non à un candidat, il n'aura pas forcément de réponse, quoi. Si vous m'offrez un droit de réponse, comme les candidats n'osent pas, les opérationnels sont beaucoup moins sollicités. Et là où un RH, effectivement, a beaucoup de candidatures, l'opérationnel, lui, qui est le premier d'ordre, il va en avoir 10 ou 15 fois moins. Et donc, on a l'occasion d'émerger dans ces cas-là. En tout cas, c'est de l'audace, du culot. Prenez bien votre souffle quand vous appelez l'opérationnel. Voilà, vérifiez que vous êtes bien reposé, bien calme, pour avoir un bon son de voix, un bon discours. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, vous pouvez être récupéré dans les filets de Yago, parce que voilà, votre CV continuera à vivre, parce que c'est tout l'intérêt de votre structure. Thierry Bismuth, c'était un plaisir, parce que vous êtes toujours très audacieux dans vos prises de parole. Je suis persuadé que les jeunes ou les moins jeunes vous écoutent. Merci à vous d'être restés sur le plateau. C'est la fin de Smart Job. On se retrouve demain. Merci à toute l'équipe technique derrière en régie, à Fanny Griesmer qui est dans mon oreille chaque jour et qui m'aide à préparer cette émission. Puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux débats. Bye bye, à demain.